Il est 5h30 du matin et alors que vous étiez très probablement en train de dormir, Emily, elle, va à la salle de sport. Ouais, j'espère que vous culpabilisez bien derrière votre écran là. Bon, moi je profite de ce petit moment où vous êtes en train de culpabiliser pour vous raconter quelque chose qui s'est passé hier soir chez moi. Ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder ce soir? Un iceberg de Kratos et Joe? Bah ouais, allez, pourquoi pas. La curiosité, ce n'est pas toujours ça. Surtout quand on parle des horreurs qu'on peut trouver sur internet. Et ça, vous allez très vite le voir. Parce que là, on s'apprête à s'enfoncer dans ce qui se fait de pire. C'est moi ou est-ce que le bureau vient de bouger tout seul? Ok, on est d'accord, un bureau c'est pas censé pouvoir bouger normalement. Ah mais ça, c'était avant d'avoir un bureau FlexiSpot. Parce que oui, grâce à ce bureau révolutionnaire, vous allez pouvoir travailler assis, debout, accroupi, bref, dans la position que vous voulez. Le bureau est ultra simple à monter, je suis pas le meilleur des bricoleurs et pourtant ça a été hyper rapide. Donc si comme nous vous en avez marre d'avoir mal au dos, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Grâce à eux, vous allez pouvoir bénéficier de 16% de réduction sur le modèle E7 Pro, donc celui qu'on utilise. Et avec le deuxième lien, vous pourrez avoir des réductions jusqu'à 56% avec les soldes de printemps. Et si vous avez un énorme setup, ne vous inquiétez pas, le bureau peut supporter jusqu'à 160 kg, donc vous êtes vraiment large. Bref, nous en tout cas on est là pour vous raconter des histoires d'horreur, alors on est parti pour la première. Il fait donc encore nuit alors que la jeune femme se retrouve devant l'immeuble où se trouve la salle de sport. À la base en fait c'est un énorme bâtiment de bureaux qui ne ferme jamais. L'entrée est grande, presque vide, avec au centre un grand comptoir de sécurité. Derrière ça, il y a une rangée d'ascenseurs qui montent vers les étages supérieurs. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Bref, la jeune femme pousse la porte, la tête encore dans le brouillard total, vous imaginez bien, il est 5h30 du mat. Parce que oui, c'est une humaine et clairement elle est fatiguée. Elle n'a pas forcément envie d'être là. Mais bon, sa détermination est plus grande que sa fatigue. Ouais, franchement, GG à toi. Après une petite seconde d'hésitation, elle entre. Et là, direct, un truc la met mal à l'aise. Le vigile, assis derrière son écran, lui adresse un grand sourire. Bon, jusque-là, vous vous dites peut-être qu'elle abuse, que c'est juste poli en fait. Sauf que elle ne le sent pas. Rien d'anormal en soi, mais un frisson lui remonte le long de la colonne vertébrale. Bon, elle rationalise quand même, elle essaye de ne pas y penser et continue son chemin vers les ascenseurs. Mais avant même qu'elle ait le temps de détourner le regard, le mec se lève. Il contourne son petit bureau et vient se poster juste à côté d'elle, devant les fameux ascenseurs. Bon, c'est un peu bizarre en soi, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour surveiller l'accueil. Normalement, il est quand même censé rester derrière son comptoir, non? Il a pas autre chose à faire, une ronde, un écran à surveiller? Bon, l'ascenseur arrive finalement. L'homme tourne la tête vers elle et lui fait un signe d'entrer avant lui. Et là, ça tilte. L'instinct d'Emily lui hurle de ne surtout pas rentrer dans cet ascenseur. Elle hésite une toute petite fraction de seconde, puis sort son meilleur coup de théâtre. Elle fait semblant de recevoir un appel. Petit sourire gêné, main sur l'oreille, et elle fait mine qu'elle doit attendre et qu'elle ne peut pas prendre l'ascenseur parce qu'elle doit prendre l'appel. Ouais, bien joué, franchement, c'est une plutôt bonne idée et ça semble marcher parce que le vigile entre seul dans l'ascenseur. Bon, les secondes passent, elle reste là, histoire d'être sûre qu'il est bien parti. Elle ne fait même plus vraiment gaffe à l'ascenseur, elle regarde un peu partout autour d'elle, écoute 2 musiques dans ses écouteurs. Donc 2 chansons pour elle, ça correspond à peu près à 7 minutes qui se sont passées. Ok, cette fois ça doit être bon, elle retourne donc devant l'ascenseur, appuie sur le bouton, et là, son sang se glace. Les portes s'ouvrent instantanément, alors qu'Emily s'attendait plutôt à devoir attendre que l'ascenseur ne redescende. Et quand les portes s'ouvrent, l'homme est là, et semble ne pas avoir bougé d'un seul centimètre. Ouais, vous l'aurez compris, en fait l'ascenseur n'est jamais monté. Ça fait donc 7 minutes que l'homme est là, à attendre dans l'ascenseur pour une raison qui échappe encore à Emily à ce moment-là. Il semble être complètement immobile et la fixe avec un grand sourire sur le visage. C'est juste trop chelou. Et puis, après quelques secondes d'un bug total, l'homme brise le silence en lui disant « Bah alors, tu montes pas ?» À ce stade, Emily est pétrifiée, elle n'arrive même pas à lui répondre. Elle recule alors de 2-3 pas en continuant de le regarder et lui dit juste « Je vais prendre les escaliers ». Puis d'un geste rapide, elle se retourne, ouvre la porte qui donne sur l'escalier et commence à monter à toute vitesse. Il y a 6 étages à monter, mais bon, ça c'est pas grave. Elle préfère ça que de partager l'ascenseur avec cet homme qu'elle ne sent absolument pas. Bon, la tension redescend un peu, jusqu'au moment où elle entend la porte du rez-de-chaussée s'ouvrir et quelqu'un monter à toute vitesse. Son cœur s'emballe, elle est sûre
c'est forcément lui. Elle aussi se met donc à courir pour ouvrir la porte du 6e le plus rapidement possible. On vous le rappelle, c'est une salle ouverte 24 heures sur 24, donc il n'y a personne à l'accueil de la salle de sport. Une fois arrivée, elle badge pour entrer dans la salle, et là derrière elle, le vigile ouvre la porte à son tour. L'homme, encore une fois, reste planté là, à la fixer sans rien dire, puis quelques secondes après, repart dans le plus grand des calmes. Emily fonce au vestiaire et prie de toutes ses forces pour que personne ne l'ouvre. Elle attend, et encore une fois, elle attend. Une chose est sûre, elle ne veut pas redescendre tant qu'elle ne sera pas sûre qu'il y a du monde et qu'ils ne sont plus que tous les deux dans la salle. Finalement, des gens commencent à arriver et Emily va faire sa séance et redescendre, puis ne recroisera jamais cet homme. Depuis, elle ne l'a jamais revu, même quand elle est revenue à 5h30 du matin. Aujourd'hui encore, elle n'a aucune idée de ce que l'homme lui voulait, ni pourquoi il l'a suivi pendant si longtemps. Une chose est sûre, elle est convaincue que si elle était rentrée dans cet ascenseur ce jour-là, les choses se seraient déroulées de manière bien plus glauque. Bon, place à Aurélie qui nous partage son récit, très important pour elle et qui continue de la marquer encore aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'elle a toujours été très proche de son frère Mathieu. Ils ont grandi ensemble dans une famille totalement ordinaire, selon ses propres mots. Ils partaient régulièrement en vacances en famille, faisaient plein d'activités ensemble. Bref, ils étaient inséparables. Et puis, évidemment, la vie a suivi son cours. Les jeunes ont eu la vingtaine, ont commencé les études, puis ont commencé à décrocher des boulots. Mathieu s'est installé dans son propre appartement et globalement, Aurélie a commencé à avoir de moins en moins de nouvelles de lui. En gros, à ce moment-là de sa vie, alors que Aurélie a 25 ans et son frère en a 27, ils s'envoient 1 ou 2 messages par semaine histoire de savoir si tout va bien, mais pas plus. Enfin si, ils ont quand même un petit rituel. Une fois par mois, ils se retrouvent un soir en ligne et jouent à des jeux vidéo ensemble. C'est vraiment quelque chose qu'ils font depuis qu'ils sont tout petits et les deux ne rateraient ce moment pour rien au monde. Et toute cette routine continue jusqu'au jour où Aurélie décide de lui proposer de boire un café ensemble. Alors, c'est déjà une énorme galère de trouver un créneau pour ça, mais finalement, le rendez-vous est pris. Après tout, la famille d'abord. Les petites retrouvailles arrivent, ça ne fait pas non plus des années qu'ils ne se sont pas vus, ça doit juste faire 1 mois ou 2 grand max. Malgré tout, Aurélie est vraiment super contente de les voir, même si elle ne s'attend pas à ce que sa vie ait changé du jour au lendemain. Et pourtant, lorsqu'elle va voir son frère, elle va se dire que c'est peut-être le cas. Dès qu'Aurélie l'aperçoit dans le café, elle a directement l'impression qu'il a changé. Son regard est différent, sa manière de s'habiller aussi. En fait, tout a l'air différent. Pourtant, c'est bien lui, pas de doute là-dessus, mais elle ne sait pas vraiment l'expliquer. Aurélie a vraiment l'impression que ce n'est pas le même homme. Bref, Mathieu s'assoit, il commence à discuter en se posant des questions banales, comment ça va, quoi de neuf, etc. Et un point commun revient littéralement à chaque sujet de discussion, un groupe de personnes que Mathieu a rencontré. De ce qu'elle comprend, c'est un genre de groupe religieux avec qui il partage des valeurs fondamentales importantes. Bon, là, normalement, c'est un thread d'horreur, vous le sentez venir, ça pue la merde. Mathieu dit qu'après des semaines à les côtoyer, il a fini par intégrer ce fameux groupe et apparemment, sa vie aurait changé depuis. Il ne jure littéralement que par ce groupe, voue leur louange, et pour Aurélie, c'est juste trop bizarre. Elle est un peu comme absente dans ses pensées, pendant que son frère est en train de parler de choses qui n'ont absolument aucun sens. Il lui parle d'une nouvelle religion, il essaye presque de la convaincre. Mais si vous trouvez les choses bizarres jusque-là, attendez de voir ce qu'il va répondre lorsqu'elle lui demande comment il les a rencontrés. C'est simple, Mathieu refuse catégoriquement de lui dire. Pire encore, lorsqu'elle évoque le sujet, son visage se braque et il semble même s'énerver en demandant à sa sœur d'arrêter de poser cette question. Pour continuer dans l'extrême, Mathieu a coupé les ponts avec tous ses amis et ne parle quasiment plus à ses propres parents. Bon, normalement à ce stade de l'histoire, vous l'avez déjà compris depuis pas mal de temps. Mais Aurélie, qui jusque maintenant était vraiment dans le déni, commence elle à capter. Son frère vient tout simplement de rejoindre une secte. En essayant le plus possible de masquer son inquiétude pour ne pas le braquer, elle essaye de le confronter en lui disant de faire attention parce que ça peut être dangereux. Mais Mathieu n'écoute absolument rien et l'interrompt tout de suite en demandant l'addition. Sa sœur ne comprend rien jusqu'au moment où Mathieu lui dit qu'elle ne peut pas dire ça parce qu'ils sont en train de l'écouter là, en ce moment même. En entendant ces mots, c'est le choc.
Aurélie ne comprend pas. Elle est perdue depuis le début de la conversation. Elle a l'impression que c'est une blague. Mais non, Mathieu est très sérieux. Paniquée, elle promène ses yeux autour pour voir si quelqu'un les regarde. A priori, il a l'air de n'y avoir personne de suspect. Mais à ce moment-là de la conversation, Aurélie n'est absolument plus à l'aise. Et enfin, Mathieu se lève, dit au revoir à sa sœur et part soudainement. À partir de ce jour, tout a littéralement changé entre eux. Quelques jours plus tard, Aurélie essaie de prendre des nouvelles de son frère et là, il va lui annoncer qu'il contribue en fait tous les mois au paiement du loyer de la maison qui sert de QG à leur secte. Bien sûr, elle s'énerve, elle essaie de lui raisonner, mais il n'écoute rien et lui dit avant de raccrocher « Bon, t'es prête à donner ta vie à Dieu ou à souffrir en enfer ?» Puis, sans même attendre de réponse, il va raccrocher. On est d'accord, ça n'a absolument aucun sens, surtout que c'est terrifiant de voir son frère changer comme ça. D'ailleurs, vous vous rappelez des séances de jeu qu'il faisait tous les mois ? Eh ben, soyez surpris parce que ça, pour le coup, ça continue. Mais quand ils le font, ils ne parlent pas du tout de ce sujet. Enfin, jusqu'au jour où pour l'énième fois, son attitude est bizarre. Il est 2h du matin et Mathieu semble ne pas vouloir se déconnecter. Il veut continuer de jouer encore et encore, presque comme si c'était la dernière fois. Le lendemain, il envoie un message à Aurélie pour lui dire qu'il a donné son PC et sa console de jeu à l'un des adeptes de son groupe. À ce moment-là, c'est vraiment la goutte d'eau pour cette dernière. C'était en quelque sorte le dernier lien qui les reliait vraiment. Et très vite après ça, Mathieu la rappelle pour lui annoncer une nouvelle troublante. Il a eu une vision de sa future femme en rêve et pour la rencontrer, il doit couper contact avec toutes ses vieilles connaissances entre guillemets et partir. Vous l'avez compris, son frère Mathieu lui annonce tout simplement qu'ils ne se parleront plus jamais. Sous le choc, Aurélie fond en larmes, le supplie de ne pas le faire, mais avant de raccrocher, il lui lance tout simplement « adieu ». Quelques minutes après, toujours sous le choc, elle reçoit un message d'un numéro inconnu, et ce message, c'est tout simplement une menace. Si elle essaye de contacter son frère, elle ne le reverra plus jamais. Bon, là c'est trop, un moment faut pas déconner. La panique monte, Aurélie en parle à ses parents, va même voir la police, mais rien n'y fait. Elle n'arrive pas du tout à convaincre les autorités et n'est pas prise au sérieux. Au moment où elle nous raconte cette histoire, elle n'a toujours pas de nouvelles de lui. Mathieu a vraisemblablement déménagé, changé de numéro de téléphone, la totale. On sait, c'est une fin d'histoire vraiment triste, mais Aurélie est vraiment perdue, elle ne sait pas quoi faire et elle est terrorisée par le fait que son frère soit en danger à cause de cette terrible secte. Bon, posons le décor tout de suite. Le soir pendant lequel se passe ce récit, Alice fait juste une balade tranquille. Rien d'extraordinaire. C'est une habitude chez elle. Après manger, elle part marcher une vingtaine de minutes pour se vider la tête, écouter un peu de musique et profiter du calme. Son quartier est plutôt tranquille, donc elle ne se méfie pas plus que ça. Bref, tout se passe comme prévu, un peu comme d'habitude, jusqu'au moment où une voiture ralentit à côté d'elle. Au début, elle ne fait absolument pas gaffe. Elle se dit que c'est juste un gars qui rentre chez lui, qui va se garer devant une maison, rien d'inhabituel. Sauf que vous le savez très bien la commu, et je le sais aussi, ce n'est absolument pas le cas. La voiture ne s'arrête pas, elle continue de rouler à son niveau au ralenti. Ouais, on est d'accord avec vous, déjà ça commence à être un peu bizarre. Elle tourne directement la tête et voit deux personnes à l'avant du véhicule. Et là, dès que leurs regards se croisent, celui qui est du côté passager sort du véhicule. Ok, le gars est grand, très grand même, facile 1m90 à peu près. Et il est bien plus imposant qu'elle. Après, c'est pas trop dur parce que elle doit faire 1m55 à tout casser. Bon, il fait nuit et la situation n'est absolument pas normale. Donc, elle commence tout de suite à sentir une boule d'angoisse lui nouer le ventre. Le mec commence à engager la conversation alors que son pote dans la voiture continue de rouler au ralenti à côté d'eux. Il lui demande où elle va, pourquoi elle marche seule, et très vite, il propose même de la raccompagner, le relou originel. Là, clairement, ça commence à sentir très mauvais. Alice reste polie, elle refuse, essaye de couper court, mais le gars insiste. Cette fois, elle en a marre, elle commence à accélérer le pas. Le truc, c'est que lui aussi, jusqu'au moment où le conducteur ouvre la porte du côté passager et que l'homme qui était dehors attrape le bras d'Alice. Son cœur se met à cogner à 1000 à l'heure. Chaque muscle se crispe, elle libère son bras d'un coup sec et se met à courir le plus rapidement possible. En une seconde, elle scanne son entourage, elle regarde partout et rien. Il n'y a personne dans la rue, pas une voiture, pas même un seul passant. L'homme, bien sûr, lui, ne lâche pas l'affaire et il se met à courir également. La course-poursuite vient de démarrer alors que la jeune femme aperçoit au loin un garage ouvert. Sans réfléchir, elle fonce vers lui dans l'idée d'alerter quelqu'un et heureusement, ça marche. Un vieil homme est là, posé sur une chaise en plastique,
une petite bière à la main, juste un retraité tranquille qui profite de sa soirée au final. Alice débarque devant lui en courant, complètement essoufflée, paniquée, et balance tout d'un coup qu'elle est en danger. Un homme la suit et veut la kidnapper. Le vieil homme capte immédiatement la gravité de la situation. Il pose sa bière, se redresse, et son regard devient glacial. Il se retourne, et c'est là qu'il voit le mec qui était en train de courir et qui vient de s'arrêter juste devant le garage. Et là, sans hésiter une seule seconde, notre héros se met à hurler « Dégage de là !» Malheureusement, le type ne semble pas trop le prendre au sérieux et ne bouge pas. Mais le vieil homme n'en démord pas. Il ne le lâche pas du regard et en rajoute une couche. En plus de lui dire de partir, il le menace aussi d'aller chercher son fusil. Et cette fois, ça marche. L'homme hésite une seconde, puis recule. Il jette un dernier regard à Alice, et après ça, tourne les talons, remonte dans sa voiture et déguerpit en trombe. Alice reste là, figée, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Elle sent que ses jambes tremblent, en fait comme tout le reste de son corps d'ailleurs. L'homme qui vient de l'aider la regarde et lui demande si ça va aller. En essayant de faire bonne figure, elle hoche la tête pour dire oui, mais en vrai, pas du tout. Malgré tout, elle reprend ses esprits et le remercie de tout son cœur. L'homme lui dit de faire attention, que ce genre de type, ça traîne toujours dans le coin et qu'il ne faut pas leur laisser une chance de faire quoi que ce soit. Alice reprend son chemin, mais pas en marchant. Elle repart en courant histoire de rentrer chez elle le plus rapidement possible au cas où ses ravisseurs seraient toujours dans le coin. Elle ne s'arrête qu'une fois chez elle, une fois la porte verrouillée à 3 tours. Ce soir-là, et on la comprend très bien, impossible de dormir. Elle repasse la scène en boucle dans sa tête, l'image de ce mec, sa voix, son regard, et elle se dit qu'elle a eu de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Mais ce qui la fait flipper au fond, c'est qu'il est peut-être encore quelque part, à rôder dans le quartier, à attendre une autre occasion. Et ça, franchement, c'est une pensée qui lui glace le sang. Cette histoire, c'est celle de Lucie, 14 ans, qui se passe pendant son voyage scolaire en Espagne. À la base, c'était censé être une expérience géniale, une semaine à Tolède avec ses potes, du soleil, des tapas, un peu de rêve pour elle, et d'ailleurs je suis sûr que même vous, on vous a fait rêver. Malheureusement, comme vous le savez, vu qu'on vous raconte ce récit, tout va très bientôt tourner au cauchemar. Mais pour l'heure, revenons à Lucie. Elle est super excitée par ce voyage, et avec ses 3 meilleures amies d'ailleurs, Manon, Louise et Marine, elles avaient même été placées dans une famille d'accueil super sympa, dans une grande maison où chacune a sa propre chambre. C'est vraiment le luxe. Alors que ça fait à peine un jour qu'elles sont arrivées, le lendemain est une journée bien chargée. Au programme, visite du vieux quartier de Tolède. Sauf que un petit trouble-fête vient se joindre à la partie, quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Elles sont tout simplement hyper crevées par le voyage. Déjà le réveil est hyper difficile, elles prennent le petit-déj en mode zombie juste avant de partir en fin de matinée avec leurs correspondants. Mais bon, une fois sur place, elles en prennent plein les yeux. Ruelles pavées, petites boutiques trop stylées, ambiance médiévale, bref, c'est le kiff. Vers l'après-midi, alors que les filles profitent à fond et après des heures à crapahuter sous le soleil espagnol, elles se posent enfin sur une plage juste en face de la vieille ville. Encore une fois, le cadre est magnifique. Lucie, qui adore prendre des photos, sort son téléphone et commence à mitrailler le paysage sous tous les angles. Mais c'est précisément là le tournant de l'histoire, là où les ennuis commencent. En fait, Lucie est tellement à fond dans ses photos et dans l'admiration de ce paysage qu'elle ne remarque pas tout de suite que son groupe s'est éparpillé. Puis d'un coup, elle lève les yeux et là, gros bug. Il n'y a plus personne, la plage est vide. Plus de Manon, plus de Louise, plus de Marine, plus de correspondants, plus de profs. Il n'y a qu'elle et le sable fin. Le silence est total et là le stress commence à monter d'un cran, c'est peut-être la fatigue qui lui joue des tours. Et Lucie regarde l'heure. Il est déjà 18h30 passé, c'est quand même super tard, ça doit faire un moment qu'elle est toute seule. Elle se retrouve donc livrée à elle-même, à l'étranger, sans parler espagnol. C'est le genre de situation un peu cauchemardesque que tout ado ne veut pas vivre. Mais bon, c'est pas un drame. Premier réflexe, elle sort son téléphone et appelle ses amis. Bien entendu, personne ne répond. Bon, ça ne fait qu'augmenter le stress, elle n'a pas le numéro de sa prof, et donc elle commence à se raccrocher à ce qu'elle connaît, et comme un réflexe, elle appelle sa mère. Après une petite dizaine d'appels sans réponse, la jeune fille craque et éclate en sanglots. Lucie commence vraiment à être apeurée, jusqu'au moment où sa mère répond enfin. Toujours en pleurs, elle explique toute la situation et sa mère, un peu paniquée, prévient la prof d'espagnol qui appelle la famille d'accueil. Et quelques minutes plus tard, la bonne nouvelle tombe enfin,
Sa mère la rappelle et lui dit que quelqu'un arrive pour la chercher. D'ici là, Lucy doit rester disciplinée, elle doit rester là où elle est et surtout ne pas bouger. Bon, c'est quand même un grand soulagement. Elle sait qu'elle n'a maintenant qu'une seule mission, rester là où elle est et attendre patiemment. Mais, comment dire, l'attente est interminable. Le bruit des vagues qui semblait si apaisant tout à l'heure devient maintenant très angoissant. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne se sent pas en sécurité, elle guette le moindre mouvement autour d'elle. Et puis soudain, une silhouette apparaît. Et cette silhouette, c'est celle d'une femme. Évidemment, sur le coup, il n'y a rien d'inquiétant en soi. Elle est plutôt élégante, avec des cheveux bruns, un sourire chaleureux. Et en fait, elle ne correspond pas du tout au cliché d'un méchant de film d'horreur. Elle s'approche tranquillement en lui parlant en espagnol. Évidemment, Lucy, qui n'a pas beaucoup suivi ses cours, ne comprend rien. Alors elle essaie de répondre dans un anglais approximatif et tente de lui expliquer qu'elle est perdue et qu'elle attend qu'on vienne la chercher. Et en fait, la femme va l'écouter et lui répondre en anglais avec un léger accent. Et en fait, Lucy comprend qu'elle est tout simplement en train de lui proposer, très gentiment, de la raccompagner. Bon, normalement, vous et nous, on sait très bien que c'est une idée foireuse, on lui a strictement dit de rester là où elle était, et elle le sait, et donc Lucy décline poliment, avec un petit sourire gêné quand même. Mais là, c'est carrément la situation qui change, et l'ambiance aussi. En une fraction de seconde, la femme se métamorphose. Son regard devient dur et son ton monte d'un coup. Et en anglais toujours, Lucy comprend que la femme vient de lui dire « Je vais t'emmener, que tu sois d'accord ou non ». La jeune fille a à peine le temps de réaliser ce qui se passe que la femme l'attrape violemment par le bras et la tire vers elle. Tout se passe ultra rapidement. Son cœur explose dans sa poitrine, elle essaie de se dégager, mais la femme serre trop fort. Et malgré son stress, elle essaie de trouver une issue, mais voit qu'il y a une voiture garée juste en face de la plage, moteur allumé, et au volant, il y a un homme qui les fixe et qui a clairement l'air de les attendre. Lucy comprend tout de suite. Si elle monte dans cette voiture, c'en est fini pour elle. La jeune fille se met à hurler à plein poumon, elle se débat, met toute sa force pour essayer de se libérer, mais la femme ne lâche pas, vraiment elle a trop de force pour la jeune fille, et cette dernière sent peu à peu ses forces la quitter, jusqu'à ce qu'elle entende enfin quelque chose. C'est comme des paroles un peu floues, puis elle se rend compte que des voix retentissent au loin, et là, elle le reconnaît enfin, c'est celle du père de sa famille d'accueil, et il n'a pas l'air d'être tout seul, il est avec sa femme et sa fille. Se rendant bien compte de ce qui se passe, ils se mettent tous à courir vers Lucy. Le père se jette sur la femme, la tire en arrière et réussit à la séparer de Lucy, et tout de suite, la jeune fille en pleurs voit la maman d'accueil sortir son téléphone et appeler la police espagnole. La kidnappeuse essaie de se débattre, mais le père la tient fermement. Et l'homme de la voiture, vous nous direz, il ne demande pas son reste. Il appuie sur l'accélérateur et disparaît dans l'horizon. Lucy est complètement sous le choc. Son corps tremble et ses jambes ne la portent plus. Tout est un peu flou, elle entend à peine ce qu'on lui dit. Les seules choses qui résonnent à ce moment-là dans sa tête, ce sont les cris de cette femme et cette sensation glaciale de sa main agrippant son bras qui reste jusqu'à présent. Elle prend peu à peu confiance qu'elle a failli disparaître, être littéralement enlevée ce jour-là. Et depuis, elle ne voit plus le monde de la même façon. Au fond, ce qui la choque le plus, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une silhouette sombre dans une ruelle mal éclairée. Parce que oui, parfois, le mal peut venir d'une femme élégante avec un sourire chaleureux. Bon, imagine, t'as un long trajet en train devant toi, genre 12 heures de voyage quand même. Tu t'installes, t'es bien, t'as prévu de mater un petit film, peut-être de lire un peu, voire même de dormir. Bref, c'est censé être tranquille quoi. Et bah écoute, c'est exactement ce que pense Adrien en montant dans son train ce jour-là. Il a choisi ça plutôt que l'avion parce qu'il a juste trop peur de le prendre en fait. Et comme il n'est pas hyper serein, il se dit que le train, c'est le choix le plus safe, une bonne idée en soi. Sauf que très vite, il va capter que ce trajet ne va pas du tout se passer comme prévu. Il s'installe, sort ses écouteurs, commence à se détendre, et là une jeune femme se place à côté de lui. Elle a à peu près son âge, peut-être un tout petit peu plus jeune. Premier contact normal, elle lui sourit, lui lâche un petit salut poli, rien d'alarmant jusque-là. Au début, ils échangent quelques banalités. Adrien, il n'est pas asocial, il aime bien discuter un peu avec des inconnus, mais au bout de quelques minutes, il sent que la fille est... comment dire ? Vachement bavarde. Genre très très bavarde même. Elle parle beaucoup. Bon, il se dit que ça va passer, qu'elle finira par se lasser au bout d'un moment. Il tente de piquer un somme, mais à peine il ferme les yeux, qu'il sent une petite tape sur son épaule. Et... t'écoutes ? Bon, du coup, il réouvre les yeux. Il sourit un peu crispé, répond de la manière la plus vague possible, histoire de lui faire comprendre qu'il est un petit peu crevé en fait.
Puis après ça, il essaye encore de dormir. Mais non, nouvelle tape sur l'épaule, cette fois elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Là, Adrien commence à comprendre la réalité de la situation. En fait, elle ne va pas le lâcher. Petit à petit, les questions deviennent de plus en plus perso. Elle veut savoir où il vit, s'il est en couple, ce qu'il pense des relations à distance. Ça commence à devenir vraiment chelou cette histoire. Et même si Adrien trouve ça hyper relou, il répond quand même parce qu'il ne veut pas être impoli en soi, elle n'a rien fait de méchant jusque-là. Il garde un ton neutre, essaye de rester cordial, mais il espère secrètement qu'elle va capter qu'il a juste envie de chiller. Spoiler, non. Et vous allez voir que la situation est peut-être un petit peu plus grave que ça. Au bout d'un moment, elle commence même à se confesser sur sa propre vie. Elle se met à tout lui raconter, et là c'est plus du tout une conversation légère. Elle lui parle de ses années d'errance, de ses hospitalisations en psychiatrie, plus de 40 admissions apparemment. Elle lui parle aussi de son enfance chaotique, sa mère qui est une manipulatrice narcissique. Elle parle aussi d'un traumatisme assez dégueu lié à un ami de la famille, bref, des choses très très perso. Adrien ne sait pas comment réagir, c'est ultra glauque, ultra intime. Il la connaît depuis 30 minutes. Là, il sent qu'il est pris au piège. Il tente de lui dire qu'il est en couple de manière subtile, histoire d'écarter cette possibilité, et c'est là que ça devient bizarre. La femme, qu'on va appeler Caroline en fait, répond « T'inquiète, je sais ». Sur le coup, Adrien se dit qu'il a dû l'évoquer avant, mais en réfléchissant bien, non, il ne l'a pas évoqué une seule fois depuis le début de leur conversation. Il lui demande donc de préciser ce qu'elle veut dire par là, et la Caroline commence à lui balancer des infos perso sur lui qu'il ne lui a jamais révélées avant. Il n'y a maintenant aucun doute, elle le connaît en fait. Mais alors comment est-ce qu'elle peut savoir tout ça? Là c'est un mystère total. Et il a beau lui demander, elle sourit juste bizarrement en esquivant la question. Adrien se sent hyper mal à l'aise, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors il a une idée. Il lui dit qu'il a besoin d'aller aux toilettes, et subtilement il prend son sac et va s'asseoir bien loin d'elle, là où il n'y a personne. Il a enfin 10 minutes de tranquillité, jusqu'au moment où il entend une voix. Ah, te voilà, je t'ai cherché partout. Un frisson parcourt le corps d'Adrien. Cette fois, c'est trop bizarre, trop malsain. Il doit s'échapper de cette situation. Il décide alors qu'au prochain arrêt, peu importe où, il descendra. Ce qu'il fera après, il verra bien quand ça sera le moment. Le train ralentit, les portes s'ouvrent. Adrien attend le dernier appel du contrôleur, puis sprinte vers la sortie. Les portes se referment juste derrière lui, et ça y est, il est enfin dehors alors que le train repart. Maintenant, il est tout seul sur le quai. Il regarde un petit peu partout autour de lui. En gros, c'est une petite gare perdue au milieu de nulle part. Il fait nuit, il fait froid, mais enfin, il est libre. Il voit qu'il y a un train dans 1 heure et décide donc d'attendre pour le prendre. Pour passer le temps, il prend son téléphone et là, il voit une notification. Alors, où est-ce que t'es passé? Adrien n'a jamais donné son numéro de téléphone. Et au cas où vous auriez un doute, c'est elle, clairement. Pendant des jours et des jours, Caroline va continuer de le harceler en lui envoyant des dizaines et des dizaines de messages. En racontant son récit, Adrien se rend bien compte que c'est bizarre, mais malheureusement, il n'a aucune explication. Il est sûr de ne pas la connaître et pourtant, elle semble tout savoir de lui. Au début, il ne voulait pas la bloquer parce qu'il était un petit peu intrigué, il voulait lui poser des questions pour savoir d'où elle vient et comment elle le connaît, mais au final, impossible d'en savoir quelque chose. Et donc il a fini par la bloquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette histoire plus qu'étrange l'a marqué pendant très très longtemps. Ok, commençons tout de suite par poser le contexte de cette histoire. Notre bon vieux Pablo a 18 ans et il va participer à sa toute première compétition officielle de handball. Pour lui, c'est hyper important et on le comprend. Il a passé des semaines à s'entraîner, à visualiser le match dans sa tête et à se dire que ce moment, ce sera son moment. En fait, on dirait un peu moi quand je lance une ranked de LoL, mais bon, vous me jugez pas. Bref, l'attente est insupportable. Pablo est surexcité jusqu'à ce que le fameux jour arrive enfin. Avec son équipe, ils arrivent ensemble au gymnase. Bon, l'endroit est un peu vieillot et les vestiaires, ça pue la mort, vous savez très bien, ce mélange de sueur et de vieux parquets. Mais la hype est là. Tout le monde commence à se changer. Pablo, lui, il est chaud et surtout il est prêt, vraiment prêt à en découdre. Mais dès les premières minutes, et c'est malheureux pour lui, le stress monte et il ressent un petit besoin urgent d'aller au petit coin. Bon, c'est un petit pipi de la peur, rien de plus classique en soi, et donc il sort le premier des vestiaires et se dirige vers les toilettes. Parce que oui, comme habituellement, dans les vestiaires, il y a des douches, mais pas de WC.
Et tout ça, ça me rappelle un petit peu le lycée avec Joe à l'époque où je l'explosais au badminton. Bref, Pablo traverse le couloir et arrive dans les toilettes. Et en arrivant, juste derrière lui, un homme qu'il n'a jamais vu rentre à son tour. En première réflexion, Pablo se dit que ça doit être quelqu'un de l'organisation ou même de l'équipe qu'il va affronter. Mais bon, c'est un peu bizarre, il n'a ni maillot, ni brassard, ni badge. En fait, il n'a rien qui indique qu'il fait partie du staff ou d'une équipe. Il est juste là. Et son comportement est méga chelou. L'homme ne bouge pas et fixe notre gentil Pablo. Bon, notre grand ouf ne fait pas plus gaffe que ça, il fait ce qu'il a à faire, et quand il a fini et qu'il est en train de se laver les mains, il se passe quelque chose qu'il n'aurait jamais vu venir. L'homme avance vers lui bloque le passage, et sans prévenir, l'attrape violemment par le bras et le plaque contre le mur. Directement, c'est l'instinct qui parle, Pablo ne réfléchit pas, il se débat et riposte, sauf que très vite, il capte un truc. Le mec qui est en train de le plaquer semble savoir se battre, en tout cas plus que Pablo malheureusement. La situation est vraiment lunaire, et le jeune garçon remarque encore quelque chose, c'est que l'homme semble vouloir lui attraper la main, et donc encore une fois dans le feu de l'action, il se débat au max, lâche des coups un peu hasard, jusqu'au moment où c'est le crack. Les amis, ce qui se passe est vraiment horrible, et même pour vous dire la vérité, c'est plutôt rare dans les threads d'horreur d'avoir une telle violence, mais c'est une douleur atroce qui explose dans sa main. Pablo tord son cou et baisse ses yeux, et il voit son doigt tordu à un angle totalement anormal. Le choc est tellement violent qu'il en reste figé une seconde. Et lorsqu'il relève la tête, l'homme est sorti des toilettes en courant et a complètement disparu. Pablo ne comprend rien à ce qu'il vient de se passer et il est tordu de douleur. Son cœur bat à 100 à l'heure, son doigt est toujours dans une position étrange qui n'est pas naturelle. Bien sûr, il trouve quand même la force de retourner au vestiaire et là, lorsque ses coéquipiers le voient arriver, c'est la panique. L'entraîneur appelle une ambulance, la police débarque, tout le monde est sous tension. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que personne ne retrouve l'agresseur. Pas de caméra dans le couloir, pas de témoins. Le mec a bien joué son coup et s'est complètement volatilisé. Bon, sans trop réfléchir, les médecins l'emmènent directement aux urgences. Pablo se fait examiner et le constat est sans appel. Évidemment, son doigt est bel et bien brisé. Et alors qu'il est en train de se remettre du choc, la police débarque pour l'interroger. Pablo raconte ce qu'il sait, mais en vrai, il n'y a rien de concret, juste un homme inconnu qui l'a attaqué extrêmement rapidement et qui a disparu tout aussi vite. Et pendant ce temps, le match est maintenu. Après des heures de retard, ils lancent enfin ce dernier, et vous savez quoi ? Ils ont quand même réussi à gagner, et ça c'est beau. Mais en fait, avec le recul, Pablo se pose une question, et je suis sûr que vous vous posez la même, en tout cas nous on s'est posé cette question. Et si en fait, c'était pas un simple agresseur et que c'était pas un hasard ? Et si le mec qui était venu lui casser le doigt n'avait pas un lien avec l'équipe adverse ? Peut-être un proche d'un joueur, ou un mec payé pour l'empêcher de jouer ? Bon, ça paraît gros, c'était pas un match national, mais simplement une confrontation qui opposait deux villes. Mais bon, la vérité est qu'il ne saura jamais. Mais s'il y a bien une chose dont Pablo est sûr, c'est que sa première compétition, il ne l'oubliera jamais. Bon, cette première histoire, elle s'est passée il y a vraiment pas longtemps. Pour que vous compreniez, on n'a pas vraiment de contexte sur le lieu, ni même sur le pays dans lequel ça se passe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Emily, qui raconte cette histoire du coup, habite à côté d'une grande forêt. Et d'ailleurs, le récit qu'elle nous partage ce soir, elle ne l'a pas vécu seule. Elle était avec Nathan, son meilleur pote. Bon, pour comprendre l'histoire, posons le décor. Emily adore se balader dans cette fameuse grande forêt juste à côté de chez elle. C'est un coin magnifique, mais aussi un peu flippant. Moi perso, j'adore me balader en forêt aussi, donc je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En gros, c'est vraiment le genre de forêt où en plein jour, les arbres sont tellement denses que la lumière peine à passer. Bref, une sacrée ambiance, on vous laisse imaginer. Et dans cette forêt, il y a un endroit qui attire toujours son regard. Il s'agit d'une vieille propriété complètement abandonnée. En fait, pour vous expliquer, il s'agit d'un ancien pavillon de chasse, apparemment qui est là depuis aussi longtemps qu'elle s'en rappelle. Le lieu est en ruine complet, perdu au milieu de nulle part, mais c'est hyper intriguant. Emily, elle a 24 ans, et vraiment depuis qu'elle est toute petite, elle n'a jamais vu personne dedans. Donc en gros, personne n'y habite, et ça depuis très très longtemps. La propriété, elle est divisée en 3 bâtiments. Une cabane, une maison plus classique, et la fameuse maison du roi. En fait, elle l'appelle comme ça parce qu'il y a littéralement écrit ça sur la façade de la maison. Et le truc, c'est que ce lieu abandonné se trouve pile poil sur le chemin de sa balade habituelle.
Et donc la jeune femme, à chaque fois qu'elle passe devant, elle l'analyse un petit peu, normal en vrai. Mais un jour, alors qu'Emily passe devant, elle remarque un truc bizarre. Les fenêtres sont toutes ouvertes alors qu'elle est sûre que la veille, elles étaient fermées. D'ailleurs, les portes aussi sont à moitié défoncées, ce qui est clairement bizarre. Il n'y a pas beaucoup de doute, il y a forcément eu du passage. Bon, ça peut être des squatteurs, des amateurs d'urbex peut-être. En soi, rien de bien rassurant, mais pas de quoi trop s'inquiéter non plus. Bref, Emily ne fait pas gaffe, mais elle ne sait pas pourquoi cet endroit la fascine. Elle adore l'histoire, alors forcément, elle veut en savoir plus. Mais on la comprend, pour elle, hors de question d'y aller seule. Pas qu'elle soit peureuse, hein. Bon, même si elle nous le dit un petit peu quand même, elle a cette logique implacable. Seule, c'est juste trop risqué en fait. Du coup, elle embarque Nathan, son meilleur pote, dont on vous a parlé un petit peu au début. Lui, c'est le genre de mec qui s'en fout. Les vieilles maisons hantées, ça le fait marrer, il n'a pas peur de grand chose, et visiter un lieu abandonné, ça lui fait ni chaud ni froid. Dites-nous, vous êtes dans quelle team vous? La team des gens qui ont peur ou la team des gens qui s'en foutent de tout? Le plan est donc établi, ils décident tous les deux d'aller visiter l'endroit. Ils arrivent sur place en plein après-midi, histoire de ne pas trop tenter le destin non plus en y allant à minuit. Et déjà, rien que l'entrée, c'est une certaine vibe. Le portail en fer est rouillé, tordu, presque comme s'il avait été frappé par la foudre, ou un truc du genre. En tout cas, Emily, c'est l'impression qu'elle a à ce moment-là. La végétation a tout envahi, il y a des ronces partout. Une fois dedans, ils s'arrêtent un instant pour regarder autour d'eux. Et le truc qui les marque le plus, c'est le silence. Il est lourd et pesant. Il n'y a pas un oiseau, pas un seul bruit, juste le vent qui fait grincer une vieille girouette sur le toit. Ouais, c'est bien cliché d'un film d'horreur tout ça. Pour commencer, ils visitent la cabane. Bon, autant vous le dire tout de suite, l'ambiance est glauque. À l'intérieur, tout est laissé en plan, les crochets rouillés pendent encore du plafond, et au sol, il y a des ossements d'animaux. Emily commence à flipper un peu, mais Nathan, lui, comme on vous l'a dit, ça lui fait ni chaud ni froid. Il fait même une petite blague en disant à Emily « Imagine, on tombe sur un corps, là, tout de suite ». Elle ne rigole pas du tout avec ça, et donc elle lui lance un regard noir. Là, c'est vraiment pas le moment, elle a tout sauf envie de rire là. Bref, il ne se tarde pas, et passe à la maison principale. Ici, c'est surtout en ruine. Quelques meubles renversés, des bouts de vaisselle cassés, mais rien de vraiment intéressant. En soi, c'est juste un vieux bâtiment abandonné au final. Mais c'est en approchant de la dernière maison, la fameuse maison du roi, que tout bascule. L'entrée principale est barricadée, alors il contourne et trouve une fenêtre brisée. Nathan passe le premier, Emily le suit, toujours aussi peu rassurée d'ailleurs. Et là, dès qu'ils entrent, une odeur atroce les frappe de plein fouet. C'est une odeur qu'ils n'ont jamais sentie jusque-là, mais qui les horrifie. Nathan fait ce que n'importe qui aurait fait en sentant une odeur aussi bizarre, il fait une grimace. Mais Emily n'a pas la même réaction. Elle se fige. En fait, elle reconnaît cette odeur. Elle l'a déjà sentie dans ses cours d'anthropologie à la fac. Et apparemment, ce n'est pas celle d'un animal mort. Terrorisée, elle se retourne vers Nathan et lui dit cette phrase horrible. « Il faut appeler la police. Maintenant !» Nathan ne comprend pas, mais il voit très bien où elle veut en venir. Et donc, pour dédramatiser, il lui dit qu'il devrait d'abord aller voir, parce que c'est très certainement le cadavre d'un animal en fait qui sent aussi fort. Et appeler la police pour ça, ça serait pas ouf. Il commence donc à avancer et fouille le rez-de-chaussée. Rien. Juste des meubles rongés par l'humidité, des murs décrépits, des escaliers effondrés, la totale. Bon, malgré tout, il continue et Nathan trouve une échelle posée là par des squatteurs qui, en fait, permet de monter à l'étage. Emily hésite un peu à y aller et on la comprend, franchement, je sais pas si on y serait allé, nous. Elle n'aime pas vraiment l'idée de grimper dans un endroit où elle n'a aucun visuel, rien du tout. Mais Nathan, et vous commencez à le connaître, il s'en fout et il monte sans attendre. Il jette un petit coup d'œil, puis il fait signe à Emily de le rejoindre. C'est bon, y a rien en gros. Elle accepte donc et grimpe à son tour, même si elle a une énorme boule au ventre. Et là, l'ambiance est différente. Il y a des jouets pour enfants qui traînent au sol, des poupées aux yeux manquants, un vieux berceau complètement moisi. Oui, vous l'avez compris, là on est clairement dans Silent Hill en gros. Et là, tout au fond de la pièce, il voit une vieille armoire en bois massif. Une des portes est entrouverte et un liquide sombre dégouline sur le parquet. Intrigué, Nathan s'approche, mais Emily, elle, fait le contraire. Elle recule. Son intuition est tout sauf bonne, à tel point qu'elle sort déjà son téléphone et compose le numéro de la police. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de parler, Nathan ouvre l'armoire. Et là, sans prévenir, un chat bondit hors du meuble. Emily hurle de toutes ses forces, lâche presque son téléphone tellement elle a fait un sursaut de peur. Nathan aussi, il a beau s'en foutre de tout, là il n'a clairement pas fait le malin. Mais ce qui glace littéralement le sang de nos deux explorateurs, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On vous prévient, petit disclaimer, c'est absolument horrible. Il y a un corps, celui d'une femme, elle est recroquevillée, son visage à moitié décomposé,
et l'odeur fait littéralement vomir Emily sur place. Oui, vous l'avez bien compris, ils viennent tout simplement de trouver le cadavre d'une femme, terrorisée, les deux sont paralysés. Et puis, sans prononcer aucun mot, Emily appuie sur le bouton appel. Et après avoir tout raconté aux policiers, les deux descendent le plus rapidement possible pour sortir de cette maison de l'enfer, littéralement. La gendarmerie arrive rapidement, boucle les lieux, les interroge, vraiment la totale, là on est dans un film. Mais même après leur départ, Emily reste hantée par cette scène. Et ce n'est pas fini, parce que ce qu'ils vont apprendre va littéralement les hanter à vie. C'est en lisant le journal local qu'Emily apprend que la femme qu'ils ont retrouvée a été assassinée de manière plus que brutale. Elle a été étranglée et aurait été victime de plus de 40 coups de couteau. C'est affreux. Vous l'imaginez bien, Emily n'est jamais retournée dans cette forêt, ni même dans quelconque autre forêt en fait. Elle ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui est arrivé à cette femme, qui a fait ça et pourquoi. Malheureusement, elle a développé une genre de paranoïa depuis, et franchement on peut la comprendre au vu de ce qu'elle a vécu. Quand cette deuxième histoire se passe, ça fait déjà 2 jours que Karim et sa famille profitent de leur séjour en Tunisie. Avec ses parents et ses cousins, ils ont loué une villa pour quelques jours avant de rentrer en France, histoire de se détendre et de passer du bon temps ensemble. Et franchement, comme d'habitude dans les threads d'horreur au début en tout cas, tout se déroule parfaitement. Il y a la piscine, il y a le repas en famille, il y a les balades, les soirées chill à discuter, à jouer, etc. Bref, c'est tout confort. Et même l'ambiance chaude du pays est paisible, vraiment. Personne ne se doute une seule seconde que ce dernier soir va virer au cauchemar. Aux alentours de minuit, tout le monde est un peu occupé à ses petites affaires. Karim, son frère et ses cousins sont installés dans le salon en train de jouer à leur meilleur Mario Kart. Quant à leur mère et à leur tante, elles discutent tranquillement sur le canapé. À l'extérieur, le père de Karim et son oncle sont posés sur le bord de la piscine et discutent aussi. Bref, c'est vraiment une soirée normale pour tout le monde. Mais bon, retour dans le salon, Karim est manette à la main et ça fait la 3e fois d'affilée qu'il est arrivé premier dans sa course de Mario Kart. Du coup, et faites pas genre, je suis sûr que vous aussi vous êtes giga fiers lorsque vous arrivez premier. Il se lève, triomphant, et il va jeter le bâton de sa glace à la poubelle. Bon, c'est un geste super banal, mais pour ça, il doit se diriger vers la cuisine, plonger dans l'obscurité vu qu'il n'y a personne dedans. Le truc, et c'est là que ça devient chelou, c'est que plus il s'approche, plus une sensation étrange s'empare de lui. Il a un genre de frisson qui lui parcourt la colonne vertébrale sans raison apparente. Et à l'entrée de la cuisine, il comprend pourquoi et se fige. En fait, Karim est persuadé que sa tante, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, est déjà dans la pièce alors que toutes les lumières sont éteintes, on vous le rappelle. Bon, quelque chose cloche, il a vraiment l'impression de sentir une genre de présence, comme si quelqu'un était tapi dans le noir en train de se cacher. Un peu flippé, notre bon Karim décide de ne pas rentrer complètement dans la cuisine et se contente de lancer le bâtonnet en direction de la poubelle. Mais pile au moment où il fait ça, il voit quelque chose qui le terrifie. À travers la fenêtre, il voit distinctement une main qui se glisse vers le robinet de l'évier et qui l'ouvre. Avant même de pouvoir réfléchir, Karim se met à hurler de toutes ses forces. Alerté par son cri, son frère n'attend pas et bondit du canapé, se précipite de la cuisine et effectivement, le robinet est ouvert et l'eau coule. Karim, encore sous le choc de ce qu'il vient de vivre, lui raconte ce qu'il a vu, mais bon. D'un point de vue extérieur, la situation décrite est un peu chelou. Quelqu'un a ouvert le robinet de l'extérieur en glissant la main de la cuisine. Un peu bancal quand même. Et donc son frère d'un côté n'y croit pas trop, mais de l'autre il voit Karim qui est complètement paniqué. Donc il fait son possible pour essayer de le calmer et lui dire qu'il a dû halluciner. Mais bon, histoire de le rassurer quand même, son frère fait le tour de la maison et il n'y a absolument personne. Mais petit détail un peu bizarre lors de l'inspection, l'une des fenêtres qui donne sur l'autoroute est ouverte alors qu'ils n'y ont pas touché depuis leur arrivée. Bon, encore une fois, c'est un peu chelou, mais pas de quoi en faire tout un plat, et donc il dit à Karim d'aller se coucher. Et donc, écoutant les conseils avisés de son grand frère, le petit Karim va dans son lit, s'installe, mais il voit très vite que c'est impossible pour lui de dormir. Et d'ailleurs, en jetant un regard de la direction de ce dernier, Karim se rend bien compte que son grand frère, lui non plus, n'arrive pas vraiment à dormir. Et même au-delà de ça, il semble préoccupé. Bon, voyant très bien que leur tentative de dormir ne sert à rien, il décide de se lever alors que tout le monde est déjà en train de dormir, de se rendre dans le salon et de surveiller ensemble. Bon, surveiller quoi, ils n'en savent absolument rien, mais ça les rassure. Bref, l'heure tourne lentement, les deux frères sont assis dans le salon sans aucun bruit, l'ambiance est un peu pesante quand même, et alors qu'ils commencent à peine à se détendre,
c'est un bruit qui vient déchirer le silence. Et ce bruit, c'est pas n'importe lequel, c'est le bruit que ferait un robinet de cuisine qui vient de s'ouvrir. Karim sent directement un frisson d'angoisse qui parcourt tout son corps, et en même temps c'est normal, cette fois c'est officiel, il y a quelque chose de chelou qui se passe. Son frère, presque tout aussi paniqué, le regarde dans les yeux, et c'est là que l'horreur commence vraiment. En s'approchant sur la pointe des pieds de la fenêtre de la cuisine, ils aperçoivent les deux une silhouette immobile à quelques mètres de la maison. Les deux frères sont complètement paralysés, parce que en regardant cette forme, Karim a l'impression de voir un petit garçon figé dans l'obscurité, les mains couvertes de sang. Sans attendre une seule seconde de plus, son grand frère sort de sa paralysie et se précipite vers la chambre de ses parents pour prévenir son père qu'il y a quelqu'un devant la maison. En deux et en pyjama, ce dernier se lève et en un quart de seconde, il sort de la maison pour voir ce qui se passe effectivement. À ce moment-là, le garçon s'engouffre dans l'obscurité, mais le père de Karim n'en démord pas et le suit en lui criant de s'arrêter. Toute la situation est complètement folle. En même temps, mettez-vous à la place du père, il était en plein dans son sommeil et là il est directement réveillé sans contexte et il se met à poursuivre un jeune garçon. En fait, il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe réellement quand il se retrouve brutalement face à 3 hommes masqués, armés de couteaux. Tout de suite, il comprend qu'il est tombé dans un guet-apens. Mais heureusement, pendant tout ce temps, Karim n'a pas chômé et a réveillé tout le monde. Et donc tous les grands cousins et les oncles rejoignent son père qui s'était retrouvé seul face à ces hommes. Et donc les hommes masqués hésitent, ils sont clairement pris au dépourvu parce qu'ils ne s'attendaient pas à faire face à 6 personnes d'un coup. La situation est plus que tendue, personne ne sait quoi faire et ça peut vraiment partir d'un instant à l'autre en effusion de sang. Quand d'un coup, le bruit d'une sirène de police vient déchirer le calme de la nuit. Les agents sont vraiment ultra réactifs, 2 des 3 hommes sont tout de suite maîtrisés et arrêtés sur place, mais le dernier a réussi à réagir plus vite que les autres et s'est enfui. Heureusement, le grand frère de Karim, pendant que son père était en course-poursuite, a tout de suite appelé la police. Bref, l'angoisse est encore palpable et Karim est clairement sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Et finalement, tout le monde va retourner se coucher, mais bien entendu, personne ne va réussir à se rendormir. Le lendemain matin, alors que la famille tente encore de comprendre ce qui s'est réellement passé, ils décident de faire des recherches sur la villa et ce qu'ils vont voir va littéralement les choquer. Ce qu'ils lisent directement, c'est que ce ne sont pas les premiers à avoir vécu une nuit d'horreur dans cette maison. Plusieurs locataires avant eux ont raconté des histoires similaires, toujours cette même sensation d'être observé, toujours ces événements inexpliqués qui finissent par semer la terreur. Et alors qu'ils sont horrifiés par ce qu'ils lisent, la police revient et leur révèle la vérité. Le petit garçon que Karim a vu était en fait le fils du propriétaire. Apparemment, et selon la police, le garçon avait certainement pour objectif d'attirer un des habitants de la maison vers les 3 hommes cagoulés. Et on ne sait pas vraiment ce qui se serait déroulé après, on vous laisse imaginer tout ça en commentaire. En tout cas, grâce à Karim et à sa famille, la villa a été réquisitionnée et son propriétaire a été arrêté. Bref, en tout cas, cette histoire nous laisse avec plein de questions en tête, et s'il y a une seule chose qui est sûre, c'est que cette nuit restera gravée à jamais dans l'esprit de Karim. Ok, pour terminer ce soir, on va vous parler de Sarah. Elle a 28 ans, plutôt jeune dans le métier, et elle bosse de nuit dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes. Elle nous le dit elle-même, c'est le genre de taf qui n'est pas facile, mais qui en soi lui plaît parce qu'elle a toujours aimé aider les autres. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cet endroit va complètement bouleverser sa vie. Ce fameux foyer, il est installé dans un bâtiment déjà de base chargé d'histoire. C'est un ancien sanatorium pour enfants tuberculeux construit dans les années 1850. Autant dire que l'ambiance est particulière. Les murs sont hauts, épais et un peu décrépits. Les couloirs sont longs, sombres, presque étouffants. Mais bon, Emily, elle n'est pas du genre à se laisser impressionner par de vieilles pierres. Elle se dit juste, c'est un taf et on s'y fait. Dès son arrivée, on la met dans le bain. Tout de suite, les autres employés lui disent que la plupart des nouveaux ne tiennent même pas 1 mois avant de démissionner. Bon, elle prend ça pour une blague et elle rigole un peu nerveusement, mais elle se dit que c'est certainement à cause des horaires ou du stress au final. Mais très vite, dès sa première semaine en fait, elle commence à remarquer des trucs bizarres. Déjà, les lumières clignotent sans aucune raison, et on a regardé assez de films d'horreur pour savoir que ça c'est pas bon signe. Parfois elles s'éteignent complètement, ce qui plonge les couloirs dans le noir total. Des portes s'ouvrent et se ferment toutes seules, comme si quelqu'un jouait avec. Le bâtiment est vieux, c'est normal non ? Oui, ça c'est ce qu'elle se dit pour se rassurer. Mais au fond d'elle, un petit doute s'installe. Et puis il y a clairement un problème avec les appareils connectés. Les tablettes utilisées par les résidents tombent en panne à répétition. Les appareils peuvent passer de 100% de batterie à vide en seulement 2 minutes. Et ça, pour les résidents autistes qui dépendent de ces outils pour communiquer, c'est un vrai problème. Emily est obligée de jongler avec des appareils qui lâchent constamment.
C'est hyper relou. Mais bon, si c'était le seul problème, en vrai, ça irait. Parce que rapidement, elle commence à entendre des bruits de pas dans les couloirs, alors qu'elle est seule. Des murmures à peine audibles, comme si quelqu'un chuchotait derrière elle. Une fois, elle croit même entendre son propre prénom. Bon, si on était à sa place, on aurait commencé à flipper il y a déjà pas mal de temps, mais elle, c'est seulement maintenant. Mais malgré ça, elle rationalise et elle se dit que c'est certainement son imagination. Mais le truc le plus étrange, c'est, entre guillemets, la grosse fille. C'est comme ça que les employés appellent une silhouette qu'ils aperçoivent parfois dans le bâtiment. Une femme apparemment qui a une corpulence assez forte, elle est en robe et elle traverse les couloirs ou entre dans les chambres, parfois même à travers des portes fermées. Et d'ailleurs on va arrêter le suspense tout de suite parce qu'il ne va pas falloir beaucoup de temps avant que Sarah ne l'aperçoive aussi. Une ombre furtive, presque irréelle. Elle en parle à son collègue et pour eux c'est juste normal en fait. Ils lui disent même qu'elle va s'y habituer dans le plus grand des calmes. Et puis il y a cette nuit, celle qui va tout changer. Il est presque 2h du matin et Emily fait sa tournée. Elle doit aller dans la chambre de Maria, une résidente polyhandicapée sévère. Pour vous la présenter un peu, Maria, c'est une femme très maigre, totalement dépendante. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas toute seule. Elle est attachée à son lit médicalisé pour éviter qu'elle ne se blesse elle-même. Et donc Sarah arrive près de sa chambre. Et là, elle voit quelque chose qui la fige sur place. La fameuse grosse fille. Cette présence entre dans la chambre de Maria comme si la porte fermée n'était qu'une illusion. Terrifiée, Sarah reprend ses esprits. Et elle se dit que de toute façon, il faut qu'elle s'occupe de sa patiente. Elle finit donc par se ressaisir et entre. Mais là, ce qu'elle voit la stupéfait. Maria est assise sur le bord de son lit. Les barrières sont baissées, les contentions défaites, et ça, on vous le rappelle, c'est absolument impossible. Maria n'a pas la force ni la coordination pour faire ça toute seule. Sarah avance lentement, en respirant à peine, et demande « Maria ?» Sa patiente tourne alors la tête vers elle. Et elle parle. Oui, elle parle avec une voix rauque, grave, qui ne correspond pas du tout à son petit corps frêle. Et elle répète une phrase encore et encore. « Il arrive pour me manger. Il arrive pour me manger. Il arrive pour me manger. » Ok, cette fois Sarah sent vraiment la panique monter. Ses mains tremblent, ses jambes aussi d'ailleurs. Et au bout d'1 minute, Maria s'allonge à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Sarah refait les attaches, remonte les barrières, puis sort de la chambre en courant. Elle retrouve finalement son collègue, lui raconte tout, complètement paniquée et stupéfaite par ce qui vient de se passer. Et un peu intrigués quand même, ils décident ensemble de retourner voir Maria, juste pour s'assurer qu'elle va bien. On est donc 15 minutes plus tard, ils entrent dans la chambre, et là c'est l'horreur absolue. Maria a encore défait ses attaches, sauf que cette fois, elle est en train de s'automutiler. C'est horrible, mais elle mord ses propres doigts, au point qu'il y a du sang littéralement partout. Il y en a sur le lit, sur le sol et même sur les murs. Emily sent son estomac se retourner et son collègue aussi d'ailleurs est tout aussi pétrifié qu'elle. Ils appellent tout de suite la sécurité ainsi que les pompiers. Finalement, il faudra 5 adultes, une dose massive de sédatifs et toutes les forces d'Emily et de son collègue pour maîtriser Maria. Elle se débat avec une force presque surhumaine, totalement disproportionnée par rapport à son corps. Maria est finalement envoyée à l'hôpital, mais malheureusement, et c'est absolument horrible, elle ne survivra pas à ses blessures. La direction pour expliquer tout ça parle d'un épisode psychotique, mais Sarah, elle, est persuadée d'avoir assisté à autre chose. Elle n'a pas peur de dire les termes, elle pense avoir eu affaire à une possession démoniaque. 2 jours plus tard, Sarah démissionne. Elle ne peut plus mettre les pieds dans ce bâtiment, ce qu'elle a vu, c'est juste trop et franchement, on la comprend totalement. Malheureusement, ça ne va pas beaucoup mieux aujourd'hui, parce que même des années après, elle entend parfois cette voix grave dans sa tête lui dire « Il arrive pour me manger ». Et n'oubliez pas, si vous utilisez le premier lien qui est en description, vous aurez 16% de réduction sur le bureau E7 Pro de FlexiSpot. Et avec le deuxième lien, vous aurez jusqu'à 56% avec les soldes de printemps, donc franchement, foncez. Nous maintenant, ces bureaux font partie de notre quotidien, c'est vraiment trop cool, donc n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on espère que vous avez apprécié la vidéo et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez tous ces gestes simples qui font tout simplement vivre la chaîne en fait. Nous, en tout cas, c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!